18h, l'heure fatidique. Ihab n'est pas rentré. Ce soir-là, le silence était assourdissant, un poids mort sur le cœur de sa famille. Pourtant, quelques heures plus tôt, la vie s'écoulait paisiblement. Deux cours, un sourire échangé avec sa mère, une promesse simple gravée dans l'air. Je serai de retour à 18h. Le 13 février 2024, une journée banale s'est muée en un cauchemar insondable. Ihab Ashraf a disparu comme absorbé par le néant. Comment une matinée si ordinaire a-t-elle pu procéder à un mystère aussi terrifiant? Qu'est-il arrivé à Ihab? Bienvenue, une nouvelle histoire commence. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut remonter un peu de temps et découvrir qui était Ihab Ashraf. À 16 ans, lycéen en première, il était l'un paisible de Sabatabet, un village tranquille du gouvernorat de Dakalia. Sa gentillesse et son sérieux étaient reconnus de tous. Respectueux, studieux, Ihab était apprécié de sa communauté. Son avenir semblait tout tracé. Issu d'une famille aisée, son père, une figure respectée du village, assurait un certain confort. Ihab ne manquait de rien. Une maison chaleureuse, l'affection de trois sœurs, un environnement familial aimant. Loin de se laisser bercer par cette aisance, Ihab aspirait à la réussite scolaire et se montrait attentionné envers les siens. Il avait une habitude rassurante, presque rituelle. Informer sa famille de chacun de ses déplacements. Une marque d'affection, une façon de leur dire « Je suis là, vous pouvez compter sur moi ». Mais le 13 février 2024, cette routine, cette certitude allait voler en éclats, laissant derrière elle un vide immense. Ce jour-là, Ihab avait une journée chargée mais ordinaire. Levée matinale, deux cours au programme. L'un dans son centre habituel, puis un cours particulier chez son professeur de physique dans un village voisin à seulement 2 km de chez lui. Avant de partir, un sourire à sa mère, une promesse. Je serai de retour à 18h. Ces mots résonnent aujourd'hui comme une déchirure. Le temps s'écoule, l'attente grandit. Ihab n'est pas là. Un premier appel est timide, puis un autre plus insistant. Ihab répond enfin, sa voix rassurante, presque joyeuse. Il a presque terminé, il sera là dans une demi-heure maximum. Ces mots porteurs d'espoir à cet instant allaient bientôt se transformer en une torture. Mais les minutes s'étirent, les heures s'accumulent. L'absence d'Ihab devient une angoisse palpable. Les appels suivants restent sans réponse. Un silence angoissant répond à l'insistance de sa mère. Un silence lourd de présages. L'absence de nouvelles est d'autant plus troublante qu'Ihab n'a jamais manqué de prévenir en cas de retard. L'idée d'un téléphone oublié ou mis en silencieux traverse l'esprit de sa mère, mais ne la rassure pas. Ihab est toujours en contact avec sa famille. C'est une règle d'or. Les appels se multiplient. Le silence persiste. La tension monte d'un cran. La panique s'installe chez les parents d'Ihab. Son père, rongé par l'angoisse, arpentait le salon. Son téléphone serré dans sa main, le regard rivé sur la fenêtre, guettant son retour. Il finit par partir à sa recherche dans le village, craignant le pire. Un accident de voiture, une mauvaise rencontre. Mais aucune trace de son fils. Le village, plongé dans l'obscurité, ne lui offrait que le silence et l'écho de ses pas. Après d'innombrables tentatives, un appel. Pas la voix rassurante d'Ihab. Une voix inconnue menaçante, glaciale, revendique l'enlèvement et exige une rançon de 500 000 livres égyptiennes. Le père, bouleversé, tente de négocier, mais le choc le frappe de plein fouet. Dans sa confusion, un chiffre résonne à ses oreilles. 100 000 livres. Il promet d'une voix étranglée de réunir la somme sans même réaliser son erreur. L'homme donne une liste de 17 numéros de compte. La communication coupe brutalement. La famille se mobilise dans un état de panique indescriptible pour rassembler la somme, mais impossible de rappeler l'inconnu. Le téléphone reste muet, une torture supplémentaire. L'effroi les saisit, les paralyse. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les habitants, sous le choc, se joignent aux recherches, fuyant chaque recoin, appelant son nom dans la nuit. En vain. La famille, désespérée, se tourne vers la police. Les enquêteurs débutent les investigations, interrogeant la famille et les proches, cherchant des conflits, des ennemis. Rien. Le mystère s'apaissit, une ombre plane sur le village.
Le lendemain matin, alors que l'enquête piétine et que l'angoisse atteint son paroxysme, un fermier, labourant son champ à l'aube, alerte la police. Un sac suspect, maculé de terre et d'une substance sombre, a été découvert près des terres agricoles, dissimulé derrière un bosquet. L'air est lourd de tension, chargé d'une odeur acre et métallique. Les policiers, le visage grave, ouvrent le sac avec une extrême précaution, comme s'ils craignaient de réveiller un monstre. À l'intérieur, des tissus grossiers, imbibés de sang, dissimulent une vision d'horreur. En les dépliant avec des gants, ils découvrent la partie inférieure d'un corps humain sectionné net. L'estomac des policiers se noue, un silence pesant s'installe. L'horreur est palpable, une onde de choc traverse l'équipe. Les restes sont immédiatement transportés à la morgue sous escorte policière. La disparition d'Ihab a été signalée la veille. Le lien est brutalement évident. Les pièces du puzzle s'assemblent dans un tableau macabre. L'oncle d'Ihab, prévenu par un appel téléphonique glacial, arrive sur les lieux, le visage ravagé par l'inquiétude. La vue du pantalon et des chaussures qu'il reconnaît instantanément le glace jusqu'aux os. Un hoquet de douleur s'échappe de sa gorge. Il n'a pas besoin de plus de preuves, son cœur le sait. C'est bien Ihab. Cependant, la procédure exige une confirmation formelle. Un test ADN est réalisé en urgence avec le père. Les heures d'attente sont une torture. Finalement, les résultats tombent, implacables. La partie retrouvée appartient bel et bien à Ihab. La nouvelle, comme une onde de choc, se répand dans le village, brisant la quiétude apparente. Une peur indescriptible, viscérale, envahit la communauté. Comment un crime aussi barbare, digne des pires cauchemars, a-t-il pu se produire dans un lieu si paisible où tout le monde se connaît? La rumeur se répand rapidement, alimentée par la peur et l'incompréhension, semant la terreur parmi les habitants. Le père d'Ihab, brisé par la douleur, refuse d'abord d'accepter l'idée de devoir enterrer seulement une partie de son enfant. Il refuse de faire ses adieux à un fragment de son fils, un souvenir mutilé. Mais la réalité est implacable, cruelle. Il doit se résoudre à enterrer ce qu'il reste dans une souffrance inimaginable, un deuil impossible. Après la découverte macabre, l'enquête prend une tournure inattendue, glaçante. Tous les amis d'Ihab ont posté des messages de condoléances sur les réseaux sociaux, des mots de soutien et de tristesse. Mais un seul post presque anodin en apparence attire particulièrement l'attention de la police, un détail qui ne trompe pas les enquêteurs aguerris. Il vient d'un personnage clé dans cette tragédie, le professeur de physique, celui qui a donné le dernier cours à Ihab. Ce message, empreint de tristesse et de compassion, exprime des condoléances et des prières pour l'âme d'Ihab. Mais ce qui frappe les enquêteurs, c'est que ce professeur est la dernière personne à avoir vu Ihab vivant, du moins officiellement. Ce détail apparemment insignifiant ne passe pas inaperçu. Lors de son interrogatoire, le professeur se montre coopératif, expliquant d'une voix grave qu'il a bien donné son cours à Ihab ce jour-là et que, après, il n'a plus eu de ses nouvelles. Il semble sincère, profondément affecté. Ses yeux sont rouges, son visage est marqué par la fatigue et le chagrin. La famille d'Ihab, quant à elle, le défend fermement avec une conviction touchante, affirmant qu'il n'est pas seulement un professeur, mais aussi un ami proche d'Ihab, un confident. Ils sortaient ensemble, partageaient des repas, passaient du temps ensemble en dehors des cours. Il a même activement participé aux recherches pour retrouver Ihab, montrant des signes évidents de nervosité et de préoccupation. Impossible pour la famille d'imaginer que ce soit lui le coupable. Mais les enquêteurs formés à la psychologie criminelle et à la lecture des non-dits sont plus méfiants. De retour chez le professeur pour une deuxième interrogatoire, l'atmosphère était électrique. Chaque objet, chaque détail de son intérieur était scruté avec attention. Alors qu'il discutait, un objet dissimulé sous sa table parmi ses affaires personnelles attira leur regard. Une pièce de tissu grossier, une toile de jute d'une texture et d'une couleur étrangement similaires à celles retrouvées avec le corps d'Ihab. Un morceau de toile presque identique à celui qui avait enveloppé les restes. Conscients de l'importance de cette découverte, les enquêteurs saisirent avec soin le tissu, le plaçant dans un sachet scellé pour l'envoyer au laboratoire de police scientifique. L'étau se resserre autour du professeur. Confronté à la preuve irréfutable du tissu, son masque de deuil craque.
Il finit par avouer l'impensable. Il a tué Ihab. Le récit qui suit est glaçant de détails et de froideur. Il explique qu'Ihab était venu chez lui pour son cours habituel. À la fin de la session, il lui a proposé de tourner une vidéo amusante. Un défi anodin en apparence, une sorte de blague qu'il pourrait partager sur les réseaux sociaux. Il a manipulé Ihab, lui faisant croire qu'il réaliserait un effet spécial où un couteau semblerait passer près de son cou sans le blesser, promettant d'ajouter des effets visuels pour simuler du sang. Ihab, confiant, admiratif envers son professeur, a accepté sans hésiter, ignorant le piège mortel qui se refermait sur lui. Au lieu d'un simple jeu, le professeur a saisi le couteau et, d'un geste froid et précis, a plongé la lame dans la gorge et le torse de son élève, le tuant sur le coup. Le sang a giclé, maculant les murs et le sol. Ihab n'a pas eu le temps de comprendre, de crier. Son regard s'est éteint dans l'incompréhension et la terreur. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Avec une froideur glaçante, le professeur décrit les actes qui ont suivi. Il a volé les effets personnels d'Ihab, son téléphone, son portefeuille, sa montre. Puis avec un détachement macabre, il a utilisé des draps et des tissus pour absorber le sang, nettoyant la scène de crime avec un soin méticuleux, comme s'il s'agissait d'une tâche banale. Ensuite, il a démembré le corps d'Ihab en 3 parties avec une précision chirurgicale. La partie inférieure, le torse, puis la tête. Chaque morceau a été enveloppé dans des tissus et placé dans des sacs distincts, dissimulés dans des endroits différents, avec la ferme intention de rendre l'identification de la victime impossible. J'ai pensé à le découper pour pouvoir m'en débarrasser plus facilement. Ça a pris environ 30 minutes, dit-il d'une voix monotone, comme s'il racontait une simple corvée. Et le plus choquant dans tout cela, c'est qu'après avoir commis ces actes monstrueux, le professeur a contacté la famille d'Ihab, leur parlant comme si de rien n'était, leur donnant l'illusion que leur fils était toujours en vie, les maintenant dans l'ignorance et l'espoir, pendant qu'il s'assurait de faire disparaître les preuves de son crime. Ce n'était pas juste un meurtre, c'était une manipulation diabolique, une cruauté sans nom, une torture psychologique infligée à une famille déjà anéantie par l'inquiétude. La question brûle les lèvres. Qu'est-ce qui a pu pousser cet homme, un éducateur, un confident, à commettre un acte aussi abominable? Quelles raisons, aussi sombres soient-elles, peuvent justifier un tel crime? Le professeur, enfin, révèle le mobile de son geste. Le meurtre d'Ihab était le résultat d'une planification soigneuse, motivée par le désespoir et l'appât du gain. Ses problèmes personnels liés à des dettes abyssales accumulées suite à des pertes colossales sur des applications de paris en ligne l'avaient conduit à un point de non-retour. Il explique que ces dettes s'élevaient à 350 000 livres égyptiennes. Les créanciers le harcelaient, exigeant leur argent avec violence et il n'avait aucun moyen de les rembourser. Dans cette situation désespérée, sa famille, consciente de ses problèmes de jeu et craignant qu'il ne dilapide cet argent, avait refusé la vente de son héritage. Ce refus, cette impasse financière, a été l'élément déclencheur qui l'a poussé à envisager l'impensable. Tuer l'élève qui, dans son esprit tordu, représentait une solution à ses problèmes. Il connaissait bien la famille d'Ihab, leur aisance financière, et savait qu'il pourrait obtenir une rançon importante. Mais en même temps, il savait que la famille d'Ihab ferait tout pour récupérer son fils. Le professeur, qui avait tissé une relation de confiance avec Ihab et sa famille, comprit que si l'élève survivait, il serait capable de le dénoncer. Le meurtre était donc, dans son esprit malade, la seule solution pour s'en sortir. Après avoir avoué son crime avec une froideur effrayante, Mohamed a guidé la police vers les différents lieux où il avait dissimulé les restes du corps d'Ihab. Là, dans des endroits isolés et macabres, ils ont découvert les parties du corps, ainsi que le couteau ensanglanté et la montre d'Ihab, laissés sur le lieu comme des témoignages silencieux de l'horreur qu'il avait infligée. On ne peut jamais imaginer un tel choc, murmure le père d'Ihab, le regard perdu dans le vide. Est-ce possible? Un être civil, capable de commettre un acte aussi monstrueux? Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que c'était une rumeur, un cauchemar, que ce n'était pas lui. Mais c'était bien lui, le même homme qui avait partagé notre table, qui avait souri à mon fils, le même homme qui avait tué mon Ihab, et cette vérité me frappait comme la mort elle-même. Le mardi 21 mai 2024, après un procès médiatisé et poignant, le professeur de physique, Mohamed, fut reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la peine capitale par pendaison. Ainsi, la tragédie d'Ihab ne se résume pas seulement à un meurtre brutal et insensé, mais à une manipulation diabolique, une trahison abjecte.
Un professeur autrefois respecté qui, en quête d'une solution désespérée à ses propres démons, s'en prend à celui qu'il avait juré d'accompagner, de guider. Le geste, froid et calculé, n'était que l'aboutissement tragique d'une spirale infernale de dettes, de désespoir et d'aveuglement. Les applications de paris en ligne peuvent vous séduire par des gains illusoires à court terme, vous incitant à jouer encore et encore. Mais au final, leur objectif est clair, vous piéger, vous dépouiller. Ces jeux ne sont pas simplement une mauvaise habitude, ce sont des pièges insidieux, des gouffres financiers qui détruisent non seulement de l'argent, mais aussi des vies, des familles, des relations, des rêves, et parfois, comme l'a tragiquement démontré le sort d'Ihab, ils conduisent à l'impensable, à l'irréparable. Tout cela pour quelques moments d'illusion, un mirage de richesse qui se transforme en un cauchemar sans fin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à long terme, ce n'est pas seulement l'argent qui est en jeu, mais aussi votre dignité, votre avenir et votre humanité. Ne laissez pas le désespoir vous conduire à commettre l'irréparable. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez été touché par ce récit, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt pour un nouveau récit. Ciao!